Ici Laurent Paquin à Setup Premise Punch. Écrire pour d'autres. On parle avec Simon Gouache et Simon Cohen. Merci d'être là, Simon. Bienvenue dans notre nouveau studio. Ben oui, c'est bon. C'est ton premier épisode ici? C'est le premier épisode qu'on fait ici. Cool. Magnifique. On est pour les gens qui nous écoutent en audio, vous manquez quelque chose. Ah oui, vraiment. C'est spectaculaire. C'est peut-être pas le mot que j'aurais pris, mais OK, spectaculaire. Ah non, si vous écoutez à l'audio, vous manquez vraiment quelque chose. C'est vraiment... les dragons, les femmes tout nues, c'est vraiment spécial. Le toit cathédrale de 400 pieds. C'est le feu, hein? C'est le feu aussi qui fait... En tout cas, c'est beau, ça bouge, puis ça fait des images. C'est ton chien, ça? C'est mon chien, c'est mon chien. On salue le public en studio également qui est derrière nous. Aujourd'hui, on parle d'écrire, en fait, pour d'autres. Simon, les gens... Simon, je vais dire Simon, ça va être peut-être un peu mélangeant, mais je vous appelle Cohen. C'est ça, vous appelez par vos noms de famille, il me semble que c'est weird, mais en tout cas, Gouache. Bon, toi, on te connaît comme stand-up. On te voit à l'avant-scène, mais les gens ne savent pas nécessairement que tu as écrit beaucoup pour d'autres. Oui, en fait, pour la scène, moi, j'ai jamais vraiment écrit... j'ai jamais vraiment été, comme, entre guillemets, employé pour un autre humoriste dans un show, quoi que ce soit. Mais moi, il y a plusieurs années de ça. Ça doit faire maintenant, 2011, donc on est 10 ans que... Ah oui, je suis vite, hein? Ouais. Que j'ai rencontré... Non, vas-y, je trouvais ça... Écoute, je me rappelle pas de l'année exacte. C'est juste pour ça que je disais... C'est peut-être avant, c'est peut-être 2010, mais que j'ai rencontré l'homme à ma gauche ici, Simon Cohen. Oui. On avait fait l'école comme... On s'était croisés à l'école parce qu'il était une année avant moi. Fait qu'on se connaissait. Oui, à l'époque où l'école, c'était 2 ans. Oui, c'est ça. Quand vous êtes croisés, toi, j'étais en première, lui était en deuxième. C'était la première année, je pense que c'était 2 ans en plus. Ah ouais? Oui. Puis là, tu vois, c'est la première année. Premier show ici. Tu vois, on est dans les premières. Que des premières. Que des premières. Mais Cohen, toi, on te connaît moins parce que tu es plus en arrière. Oui, exactement. Oui, non, mais je suis vraiment pas mal tout le temps en arrière. Là, là ça fait un bon bout que je n'ai pas fait de scène. Je vais en refaire probablement, mais plus des shows comme Le Bordel ou Le Terminal, des shows. J'aime ça intime quand même, plus. Ouais. Moi, je suis un passionné de stand-up, je suis un passionné d'humour, mais j'ai pas d'ambition de faire à la base, quelque chose. Tu avais étudié à l'école de l'humour pour être humoriste, pas scripteur. Exactement. Mais c'est parce qu'en fait, ils m'ont refusé comme auteur. Pour vrai? Oui. T'es sérieux? Oui, j'ai fait l'audition. En fait, j'ai appris que l'école existait. Quand j'ai appris que l'école existait, j'étais comment je vais essayer, mais j'écrivais déjà de l'humour et tout, mais je savais même pas que l'école existait. C'est ma mère qui m'a parlé de ça, puis j'ai essayé, mais je savais même pas comment ça marchait. J'avais pas... je connaissais personne dans ce milieu-là, rien. Ouais. Puis... mais tu sais, pour la première partie, ils te demandent d'envoyer 2 textes. Puis tu sais, si tu passes, tu t'en vas à un stage. Puis j'avais passé avec mes textes, genre je m'étais rendu au stage, mais tu sais, la journée, c'était une journée intense d'écriture. Du matin comme à l'après-midi, il fallait écrire des jokes, genre, comme un peu de radio, puis trucs de même. Puis j'avais trouvé ça vraiment du fast-food, là, mettons. On t'a demandé, il faut que tu... chies des jokes, là. Puis j'étais pas rapide, là. Puis j'avais trouvé ça quand même difficile. Mais en tout cas, ils m'ont pas pris. Puis l'année d'après, je voulais réessayer. Puis à la dernière minute, j'ai fait... Tu sais, j'avais écrit comme un stand-up, je me suis dit à la dernière minute, mais pourquoi je n'essaye pas comme Maurice à la place? Puis j'ai essayé. Parce qu'après, tu peux écrire pareil, de toute façon. Oui, c'est ça. Puis, mais je n'étais pas sûr, tu sais, je pensais pas vraiment qu'il me prendrait. Quand on a eu la journée de stage, tout le monde avait fait de l'impro, tout le monde était comme vraiment bon. Puis moi, j'avais jamais fait d'impro de ma vie. Puis, mais finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Ça aurait été n'importe quelle autre journée. Ma vie n'aurait pas été la même parce que ça s'est très bien passé, pour vrai. Puis j'ai fait, mon Dieu, je pense que j'ai des chances. Mais rendu à l'école, pour vrai, je capotais. Je me suis mis à faire de l'anxiété quand même parce que j'avais jamais rien fait devant les gens de même. Puis c'était... ouais, au début, ça me stressait beaucoup. Puis finalement, c'est la meilleure affaire qui pouvait m'arriver pour écrire. Là. Fait 10 ans que je le connais, c'est mon meilleur ami, puis je ne savais pas ça. Non, mais en même temps, moi, je te dirais que j'ai absolument rien contre le programme d'auteur à l'école, là, mais une chance que tu es rentré comme humoriste, tu ne serais pas ici si tu avais été juste auteur. Parce que le métier. Le fait que les premières années, il a été humoriste, ça lui a permis de rencontrer d'autres humoristes, de sortir. Parce que, tu sais, auteur, là, t'es chez vous, là, tu sais, puis oui, tu peux
aller dans les soirées, rencontrer un peu, mais c'est pas la même game. Là. Simon, c'est parce que je faisais de la scène que tu m'as demandé de travailler avec toi. C'était après un show. Tu m'as dit, hey, ça tenterait-tu d'écrire... C'est de même ça s'est passé? Ouais. C'est exactement comme ça. Je me rappelais pas comment ça s'était passé. J'allais dire, justement, on a commencé à travailler ensemble. Je venais de sortir de l'école. Quelqu'un qui te connaissait, qui t'a référé. Fait que je t'ai vu... Puis j'ai fait, Colin, il écrit bien. Oui, après un show, tu m'as dit, j'aimerais ça, j'aime ça, comment t'écris, j'aimerais ça, ça te tentait. Puis j'étais comme, oui, parce que moi, de base, genre là, c'était tout de suite après la tournée de l'école. Je commençais, justement, ça allait quand même bien sur scène. Non, en fait, ça allait bien, mais moi, je n'étais pas heureux en dedans. OK. Dans le sens que tu te sentais pas autant dans ton élément, c'est ça que tu veux dire? J'étais tellement anxieux avant d'embarquer sur scène, j'étais tellement comme dans ma tête, puis stressé. Puis après, j'étais pas capable de voir le positif, je faisais juste focusser sur qu'est-ce que j'avais fait de pas bien, tu sais. J'étais un peu... je me fais du mal beaucoup. Ouais. Fait que, tu sais, j'étais pas capable d'apprécier comme vraiment ça. Puis, tu sais, je me voyais pas comme faire de la tournée ou n'importe quoi. Puis, je me voyais pas réussir. J'étais pas assez bon avec les gens. Puis, je trouvais que j'apportais rien avec mon... J'avais pas un style particulier qui m'amenait, tu sais, quelque chose. Je trouvais que j'avais une plume. Ouais, mais moi non plus, quand j'ai commencé, j'avais pas un style particulier. Moi, je trouve le style, il est venu en faisant de la scène. Ça a même pris un deuxième one-man show avant que je commence à savoir c'était quoi mon style, tu sais. Ouais. Mais OK, check, qu'est-ce qui m'a vraiment fait changer, par contre, parce que là, j'avais encore du fun, comme j'avais fait mon premier gala, puis des trucs de même, mais l'année d'après, j'ai été engagé comme prof à l'école pour m'occuper des textes des finissants, en fait. Un gars qui n'a pas été accepté comme auteur. Ouais. C'est quand même assez ironique. Mais sauf que c'était vraiment weird, parce que là, je me suis ramassé où est-ce que, tu sais, je venais de sortir, ça faisait pas si longtemps, tu sais, c'était un an avant, puis là, je me ramassais à faire des shows en même temps que les gens à qui je donnais des conseils, puis j'avais le même âge qu'eux autres, là. Ah, ouais. Fait que c'était pas le fun, là. C'était pas le fun de faire comme un show avec quelqu'un que t'as critiqué un vendredi, puis après, tu t'en vas... T'as d'affaires à se carrer, sinon il va faire... C'est lui, asti, qui me donne des conseils. Ouais, fait que là, ce que ça a fait, c'est que, tu sais, moi j'aime beaucoup la création, fait que là, ce que ça faisait, c'est que je voulais plus faire de risques, je voulais plus prendre de risques, je voulais tout le temps se carrer, mais quand ça fait 2 ans que tu fais ça professionnellement, puis tu veux plus prendre de risques, ben t'es aussi bien d'abandonner tout de suite, là, tu seras pas capable de... Ah non, c'est sûr. Puis je réalisais aussi à ce moment-là, j'avais commencé aussi à travailler avec Jean-Michel, avec toi, tu sais, puis je réalisais que c'était vraiment quelque chose dans lequel je me sentais bien, puis en fait, c'était ça que je voulais de base, tu sais. Parce que les gens te connaissent pas nécessairement, les geeks d'humour savent t'es qui. Il y a des gens qui t'ont peut-être vu aussi quand même à la télé à quelques occasions, mais les gens n'ont pas idée à quel point tu travailles énormément. Tu es devenu un auteur assez demandé. Tu n'avais pas le temps de travailler sur mon dernier show, d'ailleurs. Mais c'est pour ça qu'il est ici. Oui, c'est ça. Okay, j'avais envie de régler des affaires. Okay. En fait, je t'ai pardonné hier. Ah, OK. Mais, ça faisait quand même... Non, mais c'est ça, pareil. Ça faisait 10 ans qu'on travaillait ensemble, hein, quand même. Ça faisait 10-12 ans déjà. Tu avais écrit beaucoup sur des galas juste pour rire que j'avais animé. Tu avais écrit sur mon show précédent. Et puis, mais c'est vraiment ça qui est arrivé. Tu avais tellement d'affaires que quand il a fallu que tu me répondes pour me dire si tu pouvais travailler sur mon show, t'as fait « Hey, écoute, je préfère dire non parce que je suis vraiment pas sûr que je vais pouvoir. » J'anticipais mon automne, ouais. Mais tu vois, non, puis connaissant Simon, là, ça a dû tout y prendre pour te dire ça parce qu'il il est le genre à en prendre beaucoup. Ouais. Ah, mais non, mais ça me faisait vraiment de la merde. Je m'en rappelle, ça faisait tellement longtemps qu'on travaillait ensemble aussi, tu sais. Simon et moi, on se connaît depuis longtemps. C'est, comme je te dis, on est des meilleurs amis. Depuis l'école? Ben, comme je te dis, on s'est plus rapprochés après. On s'est rencontrés à l'école, mais on n'était pas amis à l'école. Okay. C'est quand Simon était script éditeur de Prière de pas envoyer de fleurs dès la première saison. C'est là qu'à un moment donné, il m'a écrit ou il m'a appelé et me dit « Hey, tu veux-tu proposer quelque chose? Je cherche des auteurs, tout ça. » Puis on se connaissait pas vraiment à ce moment-là. Puis j'y avais envoyé quelque chose, il avait bien aimé ça. Puis c'est là qu'on s'est mis à travailler ensemble puis qu'on a développé l'amitié qui dure encore aujourd'hui. Mais... j'ai perdu ce qu'on dit. Oui, tu sais, quand mettons qu'on va prendre un verre ou on va souper ensemble, là,
97% de la discussion, c'est Simon. Puis moi, c'est 3%. Simon, il parle beaucoup. Il aime ça parler. Oui, c'est drôle parce que c'est pas lui qui est à l'avant-scène, mais dans la vie, il est beaucoup plus loquace que toi. Ah non, ça n'a aucun bon sens. Simon, il aime ça. Mais c'est intéressant. Moi, j'aime ça écouter, ça tombe bien. Mais je m'en rappelle de cette époque-là quand tu y avais demandé. Puis je me rappelle de... Je t'avais demandé à toi aussi. Mais toi, tu lançais ton show puis tu avais pris la décision de ne plus écrire pour d'autres. Qui est une décision que je respecte beaucoup plus que sa décision. Écrire pour d'autres, j'ai l'impression des fois que c'est par dépit. Ça se peut-tu? Moi, quand j'ai commencé dans le métier, je gagnais pas ma vie, fait que j'ai accepté des contrats d'écrire pour d'autres. Ça a-tu commencé comme ça? Ben moi non, parce que c'était exactement ça que je voulais. Je sais pas, je trouve que le fait de pouvoir travailler où est-ce que tu veux, d'écrire être avec toi-même. Puis, tu sais, j'ai la chance, ça dépend pour qui, tu sais. C'est que moi, mettons, comme humoriste, j'aurais pas eu la carrière que vous avez, mettons. Fait que, tu sais, c'est pas comparable, mettons, pour moi. Mais comme auteur, moi, d'avoir la chance de travailler avec plusieurs personnes qui ont énormément de talent, tu sais, que ça fait comme des vaisseaux pour les blagues puis tout, tu sais, de rentrer dans leur univers, de rentrer dans leur tête, me permet de sortir de la mienne puis d'aller dans des zones de création que je ne serais pas allé. Fait que je me trouve hyper privilégié. Puis j'adore ça, justement, avoir la chance de rentrer dans le monde de gens qui ont énormément de talent, tu sais, puis de réussir à les aider. Moi, ça me rend heureux parce que, tu sais, je suis quand même de base, j'étais quand même humoriste, c'est-à-dire que pour moi, c'est beaucoup plus important que les gens dans le milieu voient qu'est-ce que je fais. Ouais. Que le public. Exact. Fait que, tu sais, moi, j'ai tout ce que j'ai besoin là-dedans. Là. C'est ça qui fait un bon auteur? Être capable d'écrire en se mettant dans... Tu sais, tu parlais de zones de création différentes. Tu sais, quand tu écris un stand-up, mettons, à prière de ne pas envoyer de fleurs, puis tu l'écris pour, je sais pas, moi, Sylvie Léonard, je dis n'importe quoi, mais qui vient rendre hommage à Guillaume Lepage, bien, il faut que tu te mettes dans la peau de Sylvie Léonard. Tu sais, c'est tout ça qui fait la différence entre un bon auteur et un mauvais auteur? Oui. Ça dépend. Si tu écris juste pour toi-même, tu peux être un extraordinaire auteur. C'est un gros plus, évidemment, quand tu es capable d'être un peu caméléon. Personnellement, d'expérience, je te dirais que ce qui m'a le plus, moi, aidé en humour, c'est que je ne suis pas marié à mes gags. C'est que quand tu écris pour d'autres personnes, puis que tu fais de la scène toi-même, des fois, tu penses à une idée, tu penses à un gag, puis tu es comme « Ah, je la donne-tu ou je la garde pour moi, celle-là? » Je pense que moi, c'est ça qui m'a aidé à être un bon auteur dans le temps que j'étais auteur, puis qui m'a aussi fait en sorte que j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. C'était que j'étais pas... Jamais je me suis retenu de donner un gag ou donner une idée à quelqu'un. Ouais, ça prend un minimum de générosité quand tu fais de la scène. Exactement. Moi, je me suis fait souvent poser cette question-là. Quand tu écris pour un autre, tu lui donnes-tu vraiment tes meilleurs gags? Moi, oui. Sur le thème qu'il aborde, je ne ferai pas un numéro sur le même thème. Mais de toute façon, toi aussi, c'est ça, tu as beaucoup écrit pour d'autres mondes. Ben, beaucoup. Plus jeune, j'ai écrit plus, mettons, pour d'autres. Dernièrement, tu vois, j'ai travaillé avec Sylvain Larocque sur ses derniers shows, mais Sylvain, il écrit beaucoup tout seul. Sylvain, c'en est un qui prend pas tant que ça de gags des autres. Oui, c'est vrai. Tu as écrit aussi pour Sylvain? Non, mais je le savais. Mais Sylvain... J'ai dit non aussi, d'ailleurs, quand c'est ça. Non, ça me dérange pas. Tant qu'à me faire rejeter mes jokes, si j'aime autant ne pas les proposer. Mais c'est ça, j'imagine, le défi, c'est de se mettre à la place de l'autre personne, puis d'avoir aussi une générosité. Oui. Puis d'être capable de fournir en asti. Puis une humilité parce que tu aussi. parlais, on parle de prière, parce que c'est... Moi, en tout cas, c'est beaucoup là que je... Mettons, les expériences que tu as d'auteur, moi, dans ma tête, c'est prière. C'est principalement là, puis j'ai travaillé pour Juste pour rire aussi. Mais c'est écrire combien de numéros pour combien de personnes à chaque semaine? Ça n'a aucun sens. Trois par un rythme assez des stand-up là, qui sont directement à télé, pas testés. De base, on en a écrit genre, je sais pas, 300, 400. C'est intense, là. D'habitude, quand tu penses préparer ça... Puis c'est toujours la même émission, puis le concept est très original, mais en même temps très restrictif dans le sens que c'est toujours un hommage. On imagine que l'artiste est mort, tout ça. Ça se fait un bien cuit, mais c'est ça, mais à un moment donné, toujours plus un hommage qu'un bien cuit. Oui, c'est ça, sauf que en voulant rester toujours dans le concept, à un moment donné, tu finis par faire comme tabarnouche, OK, il faut trouver une autre façon de rendre hommage, une autre façon de dire qui est parti sans dire qui est parti.
Puis c'était un gros défi. La joke de s'il était avec nous ce soir, il serait sûrement content. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas en faire 6 fois par saison non plus. T'sais. À chaque fois, tu as moins de jeux. T'sais, contrairement à quand tu vois une série ou n'importe quoi, c'est qu'à un moment donné, les personnages vivent, tu peux construire quelque chose, builder là-dessus. Là, c'est de jamais refaire la même chose. T'sais. C'est ça. Fait que ça devient de plus en plus compliqué. Mais moi, je l'ai fait 5-6 ans. 5 saisons, je pense. Et là, ils sont rendus à 13 saisons quand même. Là. J'ai écrit des numéros quand même cet été. J'en ai écrit une couple. Pour l'émission? Ah oui? Ouais, ça faisait longtemps. Puis là, j'avais quand même besoin de gigs. Là. Tu vois, la pandémie, ça m'a quand même atteint aussi. Fait que c'est ça. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ça. Prière pour... J'avais l'impression, encore une fois, qu'on était quand même privilégiés parce que qu'est-ce que je trouve fascinant quand même de ce principe-là, c'était que t'sais, étant donné que la recherche, il parlait à tous les proches, tout l'entourage, la famille, le chum ou n'importe quoi, tous les gens de son entourage, ses parents, jamais, ça fait qu'on se ramassait à connaître des gens plus que eux autres mêmes se connaissent souvent. Parce que quand est-ce que dans ta vie, tu as la perception de tout le monde qui t'entoure? Ouais. Fait que nous, on avait toutes ces pré-entrevues-là, tout le matériel, tout, puis je trouvais ça fascinant de voir parce qu'il y a des choses qui reviennent, des traits de personnalité, mais il y a des choses que tu fais, OK, cette personne-là, puis cette personne-là, mettons la mère, puis genre le chum, puis tout, ils perçoivent la personne complètement différemment. Je trouvais ça fascinant, tu sais. J'ai souvent trouvé que les meilleurs moments, c'était des gens qui sont pas supposés être des humoristes. Ah, moi aussi. Mais qui sortaient des affaires... Puis tu sentais qu'on allait dans l'intime, puis la réaction de l'invité était tellement plus forte à ce moment-là que dans un numéro d'un humoriste. Ils sont toujours bons. Il y avait une candeur aussi avec quelqu'un qui fait pas ça, tu sais, qui était vraiment intéressant, qui était le fun à écrire aussi, tu sais. Le père de Mike Ward est venu faire, c'est drôle, c'est l'exemple auquel je pensais. Mais moi, je trouvais ça tellement incroyable. Qui est un monsieur assez âgé. Il était quoi, dans 75, 80 ans? Ouais. Il me semble qu'il était... il était très âgé quand même. C'est un vieil homme. Ouais. Et il avait, déjà qu'il ait accepté de faire ça, moi je trouvais ça hyper émouvant. Puis il n'y avait pas besoin d'en faire autant au niveau du punch pour que le monde rit. Ouais. Mais je pense que sa deuxième ligne, c'était comme, tu sais, j'entendais les gens parler contre mon fils n'importe quoi, puis j'étais comme, allez chier mes tabarnak. Déjà là, en partant, tu brises comme toute la convention parce que tu vois le vieux monsieur arriver tout doucement, parler pas fort, puis déjà là, tu fais, OK, on embarque dans quelque chose. Fait que ça fait, puis juste d'avoir la chance justement de travailler sur quelque chose de même, puis de le voir comme prendre forme, tu fais, crime, c'est le fun. Moi, c'est un autre bon point. Tu disais qu'est-ce que ça prend pour être un bon auteur. Je pense qu'une autre affaire que ça prend, c'est qu'il faut vraiment beaucoup aimer l'humour aussi. Parce que ça peut facilement... Faut-tu être un geek d'humour? Je pense ça nuit pas pas loin. Mais tu sais, comme n'importe quel moi, je vous vois comme deux geeks d'humour. Ça peut facilement devenir j'ai de la le feeling saucisse. que si, mettons, j'ai un gag qui me vient en tête, puis j'ai peur que ce soit un gag qui a déjà été fait, c'est toi que je vais appeler. Tu comprends-tu? Parce que j'ai le feeling que vous devez tous savoir ce qui se fait ou ce qui s'est fait. Je me considère assez au courant de ce qui se fait un peu partout. Là. Parce que tu ne consommes que ça. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, c'est ça. C'est parce que ça peut facilement devenir alimentaire, puis facilement devenir de la saucisse, puis faire garde. C'est un numéro, ça va être 4 minutes à la TV, un tel, une telle. Fait? La saucisse, considères-tu que des fois, à prière, c'était un petit peu ça? Je pense pas. J'ai jamais eu le feeling de le faire. Je l'ai toujours fait. J'aime tellement l'humour, puis j'aime tellement le stand-up. Je pense que... Tu sais, puis quand je faisais aussi... j'ai écrit beaucoup de dégalages juste pour rire pendant comme 3-4 ans. Là, j'en faisais comme 1 ou 2 par année tout le temps. Là. Puis j'ai toujours été très fier, moi, de voir quelqu'un faire un gag que moi j'ai écrit. Ça me dérangeait pas, moi. Ouais. Ironiquement, moi, j'ai bien de la misère à faire des gags des autres, mais de voir quelqu'un... J'aime ça, l'humour. J'aime ça, voir un public réagir à quelque chose. C'est ce qui me fait le plus triper au monde. Fait que j'ai jamais senti que c'était alimentaire. Est-ce que des fois, tu as des mandats qui te tentent un peu moins? C'est sûr et certain. C'est normal, parce que...
Mais t'as pas toujours le même niveau de plaisir non plus. Ben non, c'est ça. Puis des fois, ça peut avoir l'air d'être de la saucisse, sauf que quand t'écris, tu te mets dans le mot puis t'essayes de trouver des petits bonheurs, en fait. Ben, même dans les limites, des fois, quand il y a des limites que tu trouves moins le fun, t'essayes quand même, toi, de mettre ta touche puis d'amener les choses plus loin, puis de trouver ton fun, puis d'essayer de faire passer des gags. Tu fais, OK, là, je vais réussir comme à faire passer quelque chose que je trouve comme vraiment le fun. C'est le fun de trouver un gag. Ouais. J'ai pas besoin de vous le dire, là. Ouais. C'est le fun de trouver un gag. Fait que ça soit moi qui le fasse ou que ça soit un autre humoriste ou que ça soit un athlète, peu importe. Trouver un gag, c'est le fun. Après ça, qui va le faire? Moi, je suis pas attaché à ce mérite-là. J'ai pas besoin, moi, de sentir que la personne qui a un rire à cause de moi, entre guillemets, que je suis pas jaloux de ça, je suis capable. Puis je pense que ça, c'est une des choses que ça prend aussi pour être. Faut-tu pas avoir d'ego? Moi, j'ai pas écrit tant que ça pour d'autres, mais la quantité de gags que l'humoriste prendra pas, à un moment donné, ça fait mal. Moi, j'ai trouvé ça. J'ai écrit pour des humoristes, puis j'ai écrit des pages et des pages, puis je le sais aussi. Puis on avait eu une discussion là-dessus. Là. Tu sais, puis il y a quelque chose de tough quand tu reçois des pages, puis tu dis à l'humoriste, à l'auteur, en fait, finalement, je parlerai pas de tout ça dans mon show. Tu sais, ça doit être... Moi, en tout cas, c'est l'affaire que je trouvais le plus frustrant. Écrire des pages... Tu veux dire en tant qu'humoriste ou en tant qu'auteur? En tant qu'auteur. OK. En tant qu'auteur, que la comme humoriste aussi, un peu quand même. Quand je devais dire à quelqu'un, hey, ça, finalement, j'en parlerai pas. Fait que bref, tu as écrit 10 pages pour rien. Ouais. Mais c'est pas pour rien. Offre-les à quelqu'un d'autre. Mais non, mais... C'est jamais pour rien, parce que tu fais le cheminement dans ta tête ou n'importe quoi, tu sais. Fait que, tu sais, puis ça peut t'apporter ailleurs, puis des fois, tu laisses dormir quelque chose, tu fais « Ah non, je pense que j'ai une twist à remettre dessus. » Moi, j'ai jamais été fâché que des gens prennent pas mon matériel, mais moi, je suis plus du genre à me faire du mal. Fait que je suis comme « OK, qu'est-ce que je fais? » Mais il n'y a rien, tu trouves... T'es jamais créatif pour rien, tu sais. Ouais. Oui, peut-être. C'est jamais Oui, peut-être que... C'est comme si tu t'entraînes pour le décathlon, là, puis là, tu t'entraînes, puis là, tu t'es fait tout, puis à un moment donné, tu arrives là, puis ils font « Ouais, on n'a pas de javelot, fait que ça va être un necathlon. » Tu sais, on va être juste 9. L'entraînement que tu as fait pour le javelot, il va quand même te servir ailleurs. Tu comprends? Tu vas pas faire comme là, je me suis entraîné pour rien, pour le javelot. Là. Mais non, mais il va te servir à autre chose. Tout ça, c'est toute une grosse patente de travail artistique, de travail mental. C'est un bon exemple, mais le javelot, je suis moins sûr que ça va être utile dans ta vie après. Mais le javelot, ben ça dépend. Si un jour, dans un monde post-apocalyptique, on n'a plus d'armes à feu puis tu as besoin de chasser. Peut-être, oui, effectivement. Le javelot peut être utile. Ouais. Mais c'est ingrat être auteur. Moi, des fois, c'est pas nécessairement une expérience d'auteur, mais tu sais, t'es, mettons, dans les loges du bordel, puis tu dis à quelqu'un « Hey, j'ai pensé à un gag. Tu pourrais peut-être l'essayer, tu sais. Puis là, tu y dis, puis là, la personne fait « Ah, je vais l'essayer. » Là, elle fait le show, elle dit mal ton gag, puis après ça, elle revient en faisant « Ouais, ben le gag, on va l'enlever. » Puis là, tu fais « Ouais, non, mais... » Je pense que c'est juste une Je pense question que le gag est meilleur que ce que tu as gags. fait avec. Ouais. Non, mais des fois, j'aime les gags, mais je suis pas attaché à un gag. Moi, quelqu'un qui dit « Ah, tel gag, ça me fait, je trouve ça dommage de plus le faire » ou « Tel gag, je l'ai pas pris. » Je suis comme, si tu commences à compter le nombre de gags qui sortent de ta tête, là, ta carrière va être courte parce que il y a une infinité de gags, tu comprends? Pour moi, c'est juste « OK, prends pas celui-là, il va retourner dans l'éther de la vie, il va tomber dans la tête d'un autre humoriste qui va faire de quoi avec. C'est pas grave, tu sais. Mais je suis d'accord, mais en même temps, oui, des fois, le gag va être juste mal fait, puis tu fais, si tu y crois vraiment, ça dépend, tu sais, c'est plus quand je vais être script éditeur, tu sais, que je vais plus m'exprimer sur ces affaires-là, mais tu sais, je le dis à personne, là, si je pense que le gag mérite une autre chance, je vais le dire quand même, parce que des fois, ça arrive aussi que le public, des fois, ça arrive aussi que ça marche pas avec le public là, tu sais, il y a des fois où j'ai fait des gags qui marchaient pas du tout, puis après, ils se sont mis à tout le temps marcher, puis je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai fait de différent, mais des fois, de l'extérieur, tu peux voir de quoi, puis faire, OK, peut-être que c'est juste ça que ça prend pour transformer un gag qui marchait moyen en killer. Ça, c'est un excellent point. Parce que moi, mettons, en tant qu'humoriste en ce moment, je travaille toujours avec les deux mêmes personnes, Pascal Mailloux, Marie-Christine Lachance. C'est les deux personnes avec qui je travaille depuis le début de mon premier one-man show. Puis la chose la plus importante qu'on a entre nous, c'est l'honnêteté. C'est que Pascal, quand je fais un gag puis je le fais mal, il va pas prendre de gants blancs pour dire comme « Ouais, tu le fais pas bien. Chris, tu le fais pas bien, c'est pour ça qu'il marche pas. » Ah, OK, bon, ben, je vais essaye-les de même. Essaye-les comme ça, essaye-les comme ça. Fait
tout est une question d'honnêteté. Puis je pense que pour être un bon auteur, il faut être très honnête avec la personne parce que c'est facile de faire « Regarde, il le fait pas bien, regarde, laisse-les faire, là, on s'en sac. » C'est pas de l'ego, c'est que si tu crois au gag, si tu penses qu'il mérite... Le gag en soi, il mérite de vivre, mais tu peux pas être en colère de genre que la personne ne fasse pas. C'est la personne qui le met de l'avant. Fait que, oui, elle récolte la majorité des récompenses, sauf qu'en même temps, la marde aussi, c'est la personne qui le reçoit, tu sais. Fait que faut que la personne soit à l'aise de le faire. De toute façon, une joke que quelqu'un a le goût de faire, qui est moins bonne une bonne joke qui n'a pas le goût de faire, celle qui va marcher le plus, c'est celle qui a le goût de faire. Là, autant il faut que l'auteur soit honnête, que l'humoriste respecte les auteurs puis qu'ils comprennent à quel point c'est un autre job puis qu'ils ont un talent que lui n'a pas en tant lui ou elle n'a pas en tant qu'humoriste. C'est de voir justement, de trouver la clé de certains gags. Puis, tu sais, moi, ça m'est arrivé là, d'écrire un gag pour quelqu'un. Puis, même situation de faire comme ah, s'il l'avait dit de même, ça aurait marché, mais je connais pas la personne, je suis pas proche, elle me connaît pas non plus. Fait que, ça meurt là. Mais quand tu travailles avec des auteurs. C'est toujours embêtant d'aller voir quelqu'un avec qui tu es semi à l'aise. Et de dire, hey, essaye-les donc de même. Là, tu veux pas avoir l'air de paternaliste ou de donner des conseils. Mais quand tu travailles avec des auteurs qui sont, un, honnêtes, puis deux, que tu respectes, là, sky's the limit, parce que là, tu es en train de décupler tes forces. Là. Ouais. Ça donne un regard extérieur, tu sais, c'est toujours pratique. Est-ce que l'image des auteurs change avec les années? Moi, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup de jokes sur les auteurs, que c'est un gars... j'ai l'impression que les gens avaient le cliché de François Havard, un gars avec une chemise carottée qui ne se rase pas, puis il y avait comme des jokes là-dessus. Puis j'ai l'impression que l'image de l'auteur a changé, mais j'ai l'impression qu'on respecte moins l'auteur financièrement maintenant. J'ai l'impression que les shows d'humour... Tu as peut-être plus écrit pour la télé que pour des one-man shows, mais j'ai l'imprestion que... Comme tu dis, j'ai jamais écrit pour un one-man show. Les producteurs de shows cherchent toujours à baisser le pourcentage des auteurs. Oui. Toi, tu as atteint peut-être un standing où non, même là, tu peux dire, moi, je travaille pas en bas de tout ça, puis je pense que tu pourrais obtenir ce que tu veux, mais je sais qu'à un moment donné, les auteurs, c'était autour de 10% du show, c'était pour les auteurs. Puis à un moment donné, les producteurs ont commencé à baisser ça à 9. Ils ont commencé à faire 8, puis 10 pour le deuxième. Tu sais, puis tu fais ouais. OK. Mais oui, au niveau financier, mais tu sais, c'est parce que... Ben moi, je vois ça comme un manque de respect. De dire... Moi aussi, mais ils ne le voient pas comme ça en tant que tel. C'est que, tu sais, ils essayent d'économiser un peu partout. Puis, étant donné que tu ne peux pas négocier pour un fil ou... tu sais, comme un speaker ou n'importe quoi. Pourquoi tu vas négocier la personne insécure qui connaît pas sa valeur ou un fil avec le gars du magasin? C'est plus facile de dealer avec un Simon Cohen insécure qui connaît pas sa valeur. Tu connais pas ta valeur, pour vrai? Aujourd'hui, tu n'as pas l'impression que le nombre de personnes qui te demandent de travailler pour eux, ça devrait être un bon indicateur de ta valeur? Oui, mais c'est parce que ça reste quand même relatif, parce que la charge de travail n'est jamais la même. Parce qu'étant donné que personne travaille de la même façon, tu sais, mettons, ceux avec qui je suis habitué de travailler, je peux plus facilement évaluer. Mais sinon, ça dépend de l'implication qu'on demande aussi ou qu'on s'attend de moi. Tu sais. Je peux donner un coup de main, je peux avoir un regard extérieur, je peux scripter, je peux juste être auteur, je peux sniper. Tu sais. Fait que c'est toutes des tâches différentes. Fait que, mais as-tu déjà eu, je sais pas, moi, je dirais pas une engueulade, mais des discussions un petit peu plus viriles sur la question des droits d'auteur? Oui. Mais... Sans nommer, évidemment, de gens, là, tu sais, mais... Ouais. Mais là, maintenant, tu sais, j'ai ma gérante aussi pour s'occuper de ça. Je veux plus jamais faire ça. Mais le problème, c'était quoi? C'est genre, on veut baisser la cote des auteurs. Oui, ils veulent baisser la cote des auteurs. Puis dépendant, c'est sur quoi? Même sur des contrats de télé ou n'importe quoi, là, j'ai été sous-payé tellement de fois ou n'importe quoi parce qu'on se partage pas nécessairement les salaires non plus, là, tu sais. Puis... Tu veux dire, dans le sens, entre auteurs, vous dites pas, moi, j'ai été payé de temps, puis ça pourrait aider peut-être. Oui. Mais tu sais, mettons, j'ai été sous-payé comme script éditeur, là, comme pour des shows de télé, mais sauf que c'est dur de savoir en même temps comment les autres sont payés, étant donné que je suis tout seul à faire la job. Ouais. Tu sais, c'est dur, tu sais, je peux pas comparer avec les auteurs. Moi, en fait... Mais j'ai su après, mettons, combien j'aurais dû gagner, tu sais. Puis là, tu fais « Ah, OK », mais en même temps... Tu sais, moi, ça m'a pris beaucoup de temps avant de savoir ma valeur, juste parce que j'ai tout le temps eu peur de demander trop, puis qu'à la fin, la personne soit comme « J'ai l'impression que ça valait pas ça ».
C'est parce que je suis toujours dans l'autodestruction. Fait que... Colin! Oui, mais ça trouve un équilibre. Hein. Si, Monac, je connaissais pas cet aspect-là. Oui, mais ça... Au début de ma carrière, j'aimais ça parce que ça m'aidait à devenir meilleur. Parce que je travaillais plus fort que n'importe qui. Genre, parce que... C'est le gars qui travaille le plus fort que tu n'as jamais rencontré toute ta vie. Fait que... je n'ai fait, moi, des nuits blanches avec lui. Il a écrit des gags, puis réécrit. Là. Mon gars, t'as même pas idée. Je vais toujours... Genre, c'est parce que j'ai jamais l'impression que c'est assez parfait. Mais au final, je me fais du mal pour rien. Puis souvent, ils voient même pas la différence, là. Tu comprends-tu? C'est que, genre, j'aurais travaillé 100 fois moins fort, il aurait fait « Ah, c'est correct pour la télé. » Puis moi, je suis comme « Mais non. » Puis au final, ça veut même pas dire que je vais le regarder puis faire « Ah, mon Dieu, c'était vraiment excellent. » Là, je dis pas que tout ce que j'ai fait, ça paraît à l'écran dans le sens de... Ça veut pas dire que c'était meilleur parce que c'est moi qui l'ai fait. Tu sais. Je sais pas, mais je pense pas que je suis mauvais, là, tu sais. Mais je travaille toujours très fort, mais ça m'a pris du temps. Au début, ça m'aidait parce que ma carrière est allée vite au début à cause de ça. Mais à un moment donné, c'est devenu un peu malsain pour, genre, ma santé mentale, ma joie de vivre, de faire, tu sais... Toi qui es toujours un rayon de soleil... Mais le pire, c'est que... Non, ben oui, je suis pas un rayon de soleil, mais je suis pas... Non. Non. C'est temps-ci moyen, mais en général, je suis quand même... Tu me rends heureux à chaque fois. Ah, mais toi aussi, tu me rends heureux. Moi, je suis toujours heureux quand je te vois. Mais pour revenir aux droits d'auteur, moi, j'ai plus géré ça en tant qu'humoriste parce que j'ai jamais, comme je te dis, écrit pour un show comme tel. Moi, j'ai toujours été payé par une prod, un montant fixe, puis je m'en faisais pas vraiment avec si c'était trop ou pas assez ou quoi que ce soit. Là. Mais toi, il faut que tu payes des gens. Tu payes, Mayou. Oui, mais fait que moi, j'ose espérer que les deux personnes avec qui je travaille se sentent respectées dans le pourcentage qui... Marie, elle se sent respectée. Ah oui, Mayou, il est pas content? Ouais, c'est Mayou. Mais il vient de me le dire. Il n'est jamais content. C'est pas vrai. Mais moi, ce que j'ai appris, par exemple, à un moment donné... tu voulais dire respecter dans le travail, excuse. Oui. Je pensais que tu voulais dire dans la vie, parce que personne ne le respecte dans la vie, mais tout le monde, on le respecte dans le travail, puis on l'aime beaucoup. Là. On l'aime beaucoup. C'est pas vrai, c'est juste de l'amour. Mais tu sais, tu parlais d'économiser. C'est normal qu'un producteur cherche à trouver des manières d'économiser, mais je trouve que depuis quelques années, les shows doivent coûter tellement moins cher. Ah, je le sais. Tu sais, là, on n'en fait plus des décors qui coûtent des dizaines et des dizaines de milliers de dollars. Tu économises déjà là. OK, je fâche. Le marketing est beaucoup plus fait par l'artiste qui devient viral en faisant des niaiseries sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Mais c'est pour ça mais tu vois, il n'y a même pas de code c'est toutes des affaires qui coûtent moins cher aux producteurs. Fait qu'un producteur qui te dirait « Hey, on essaie d'économiser un peu, on baisserait la cote des auteurs », j'aurais comme le réflexe de dire « Ben non, va chier, on va... » Vous économisez déjà beaucoup. Vous n'avez comme pas de raison de couper davantage. Mais moi, ce qui m'avait surtout surpris... Surtout la matière première du show. Ben c'est ça. Mais c'est surtout que le travail, c'est pas juste pendant le one-man show. Je veux que tu sois pompé. Je le sais. Non, mais je commence à être... Mais sauf que je veux tellement... Il commence à être rouge. C'est parce que je fais juste parler. Je veux juste qu'il finisse son affaire. Fait que je suis comme, il est fâché tantôt. Vas-y. Non, mais en fait, c'est juste que quand j'ai réalisé, puis c'est pas... Pour moi, je ne mets pas la faute à personne, là. Quand j'ai réalisé que les gens avec qui je travaillais n'avaient pas un pourcentage des corpos que je faisais, ça, j'ai fait « Ah, tu vois, ça j'ai de la misère avec ça. » Ah, oui. Je pointe pas le doigt à personne. Je pense pas qu'il y a personne qui a fait comme « Hey, on espère qu'il s'en rendra pas compte. » Mais quand j'ai réalisé ça, j'ai fait... À la fin de l'année, j'ai dit à ma gérante « Trouve-moi le montant que j'ai fait en corpo, là, puis je vais donner un pourcentage à Marie puis à Pascal parce que je trouve pas ça correct que... C'est juste moi qui fasse de l'argent dans un corpo. Ah oui. J'en fais déjà beaucoup. Avec des jokes que tu as reçus. Toi, oui, non, c'est ça. Je fais mon show pour une compagnie. Fait que pourquoi la compagnie ne paierait pas Marie puis Pascal un peu aussi? Alors que quand je vais à Saint-Jérôme, le public, il paye moi et Marie et Pascal. Fait que ça, j'essaie de faire ça. À chaque année, de donner un pourcentage du montant que je fais en corpo parce que pour moi, ça, quand j'ai réalisé ça, j'ai fait ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens que je leur donne pas un pourcentage mais tu sais que des revenus que je fais avec les mêmes jokes. Ce raisonnement-là, je pense. Mais c'est les artistes aussi, tu sais, qui ont un peu ce pouvoir-là. Mais tu sais, c'est plate que le ressort soit, tu sais, que la personne ressource soit en même temps l'humoriste qui peut, genre, s'occuper de ses auteurs. Dans le sens de, tu sais, tu vois, Bellefeuille aussi, il était super généreux par rapport à, tu sais, comment ça fonctionnait ou n'importe quoi. Puis, tu sais, je sais qu'avec la boîte de Faneuf, c'était comme ça aussi, tu sais, de bien respecter les auteurs, tu sais, mais c'est pas...
c'est vraiment pas toutes les boîtes que c'est comme ça. Puis, tu sais, c'est... Ouais. Moi, les meilleurs contrats que j'ai eus, c'est la job ou si c'est de la mauvaise foi? Ben, j'ai le feeling que les gens n'ont pas d'idée à quel point ils n'ont aucune idée d'à quel point... Moi, les meilleurs contrats que j'ai eus, c'est quand j'ai été backé par, par les artistes. Tu sais, que les artistes fait... OK, tu sais, moi, quand Jean-Michel, il était comme, je fais le gala, mais, tu sais, genre, dans mon contrat, il faut que ce soit... moi qui sois là, tu sais. Donc, mon pouvoir de négociation augmente. Il a déjà négocié pour moi un contrat. Ah, ouais. Ouais, pour que j'aille plus. Fait que l'année d'après, c'est pas lui qui l'a négocié. Puis eux autres, t'es comme, je sais pas comment t'as eu ça, mais t'auras pas la même affaire cette année. J'ai fait, ah, ouais, OK, mais pourquoi? Mais en tout cas, ouais. Mais il y a des artistes qui sont, tu sais, ouais. Disons, c'est le fun qu'on ait l'aide des artistes comme auteur, mais c'est plate que la job soit pas reconnue puis que ça a besoin d'être eux qui fassent ce cheminement-là. Tu sais. Je suis très reconnaissant envers les artistes qui backent leurs artistes. Je pense que l'artiste a plus la conscience que sans la bonne joke qui a l'air d'un cave en avant. Ouais, c'est ça. Moi, je ne pointerais pas le doigt nécessairement. Je pense pas que c'est une décision consciente nécessairement des producteurs, plus que... Ils négocient. Ils ont leurs affaires à gérer aussi. Puis, tu sais, moi, je suis le genre à donner le bénéfice du doute dans la vie. Là. Puis, si moi... Puis je dis ça, puis c'est pas pour convaincre tous les artistes de faire la même chose que moi. Ça n'a pas rapport. Je pense pas... Est-ce que le métier d'auteur est respecté à sa juste valeur? Vite de même, je te dirais non. Mais je pense pas qu'il y a un manque de respect comme tel. Devrait-il y avoir des normes? Je pense que c'est une ignorance de plus de ce que ça implique comme travail. Je pense que il y a une différence entre penser que la job est facile puis pas savoir à quel point c'est difficile. Ouais. Il y a une grosse différence entre les deux. Là. Oui. Puis peut-être, je pense qu'en effet, il y a beaucoup d'auteurs qui, malheureusement, n'ont pas la reconnaissance qu'ils méritent. Mais je dis, en tout cas, moi personnellement, j'ai jamais été victime de manque de respect parce que j'étais juste auteur, entre guillemets, là. Personnellement. Il pourrait-il y avoir des normes? C'est ça, penses-tu que ça se pourrait, mettons, la PIH, là, pour les gens, mais il y a l'association des professionnels de l'industrie de l'humour? Ben, non, mais des normes dans le sens de, en humour, là, c'est 10 pour les auteurs, mettons. Tu sais, établir une norme. Puis la façon de calculer aussi les droits d'auteur. Ouais. Tu sais, tous les humoristes ne calculent pas les droits d'auteur de la même façon. Tu sais, mettons moi... Ni à partir du même moment. Moi, je considère que du moment où il y a un rire, je change de paragraphe et chaque paragraphe correspond à un gag, mettons. Ce paragraphe-là, il est à toi. Puis le paragraphe suivant, c'est quelque chose que j'ai ajouté. Je considère à chaque rire, il y a un point que je donne à un auteur, une autrice, tu sais. Mais il y a des gens qui vont calculer ça à la ligne. Ouais. J'ai un ami qui a écrit pour quelqu'un. L'humoriste faisait des longues tirades. Lui, il rajoutait un nasty killer à la fin du gag. Puis il était payé 10 fois moins que la longue tirade, parce que la tirade faisait 10 lignes, puis lui, il écrivait une ligne, mais c'est lui qui avait le rire. Fait que tu sais, c'est comme chaque personne calcule les droits d'auteur différemment. Oui, parce que c'est... Pourrais-tu avoir une norme? C'est parce que c'est difficile de décider ce serait quoi la bonne norme. Tu vois, moi, ça n'a jamais été comme exactement la même affaire. Tu sais, pour moi, qu'est-ce qui change beaucoup aussi, tu sais, mais c'est un bon point, je ne sais juste pas exactement comment, tu sais... c'est quoi la meilleure façon de fonctionner? Parce que ça dépend. C'est pas clair non plus. Ben, c'est parce que même dans le fonctionnement de l'écriture, tous les processus d'écriture sont différents. Parce que pour moi, ce qui donne un résultat différent sur scène, c'est le processus créatif de l'artiste. Fait que, tous les artistes ont un processus créatif différent, donc d'écriture différente, ce qui fait qu'au final, tu n'arrives pas au même résultat, parce que les gens n'écrivent pas pareil. Mais donc, c'est plus dur. Tu sais, c'est pas tout le temps la même façon de calculer, mais tu sais, c'est de s'asseoir et d'essayer de trouver lequel est le meilleur calcul. Mais à partir de là, après, tu sais, c'est parce qu'il y a tellement d'affaires, justement, tu sais, le pourcentage, mais aussi à partir de quand. Tu sais, moi, j'ai écrit sur des shows qu'on était payé dès le premier rodage, puis d'autres que, genre, après 40, on n'était pas payé, là. Mais tu sais que le show était comme... Parce que surtout que maintenant, genre, il y a le bordel, les soirées où ce que les gens rodent leur numéro avant de les mettre dans les shows. Ouais. C'est pas la même affaire. Quand tu rentres en salle, même pour ton rodage, je sais pas, genre, tu l'as jamais essayé nulle part, puis
sais, tu comprends? Oui, mais ça, les rodages, ça, c'est vraiment un débat aussi. Moi, je comprends pas pourquoi les auteurs sont pas payés. Des fois, il y a certaines prods qui vont dire, nous, on commence à payer les auteurs à partir de la première médiatique. Mais tu sais, on a commencé à travailler, ça fait 1 an et demi, tu sais. Tu comprends-tu? C'est que, tu sais, en tant que tel, on a pendant les rodages, les gens dans la salle, ils ont quand même acheté des billets. Donc, il y a de l'argent qui rentre. Ben, puis toi, tu travailles, puis tu es encore en train de travailler pour l'améliorer. Fait que, tu sais, c'est bizarre, tu sais, comme principe. Tu sais, les techs sont payés, là. C'est pas genre, tu vas être payé rendu à la première. Ouais. Tu sais, puis je veux dire, tu travailles-tu moins fort qu'un tech? Comme, tu sais, quand tu fais partie de l'équipe, mise en scène, auteur, tu travailles, là. Je sais pas. Le gig idéal, c'est quoi? C'est quoi? Le gig idéal pour un auteur. Le gig idéal. Tu veux dire... on imagine écrire pour un humoriste qui est super agréable à côtoyer et qui vend 300 000 billets, mettons. C'est ça. Mais écrire, mettons, tu écris pour un humoriste, tu te fais chier un peu, mais ça va être payant. Puis tu écris pour un humoriste un peu plus underground, que tu tripes, tu adores ce qu'il fait, mais tu sais qu'il ne vendra pas 50 000 billets. J'aime tout. T'as autant de plaisir à faire l'un que l'autre? Ou Ben, ça dépend. Là. Mettons, à la fin du mois, j'ai beaucoup plus de plaisir avec celui qui vend beaucoup de billets. Mais sur le coup, ben, moi, ça dépend. C'est pas. Moi, j'aime le challenge, hein, tu sais, puis je me fais du mal, mais moi, je suis motivé par, genre, me dépasser puis apporter quelque chose. Fait que, tu sais, si la personne est difficile, est plus rough à travailler ou différente, tu sais, j'aime rentrer dans des cerveaux différents. Puis étant donné que le résultat est différent, mais c'est aussi parce qu'ils ont des façons de réfléchir différemment, tu sais. Donc, des fois, sur le coup, il y a du monde que je trouve ça plus tough. Mais au final, je suis super content si j'ai l'impression que j'y ai apporté. Si j'ai pas l'impression que je donne mon maximum, tu sais, que je peux apporter mon maximum puis que la personne prend le maximum de ce que je peux donner, là, ça me fait de la peine parce que c'est ma passion, mais sauf que c'est pas... je peux avoir autant de fun si c'est difficile que c'est facile. En fait, quand c'est facile, le problème, c'est que des fois, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marchera pas au final, là. S'il n'y a aucune remise en question, puis genre débat, puis essayer d'amener les affaires plus loin, bien, sur scène, ça veut dire que ça va pas loin. Ouais. Fait ça va juste être plus simple, mais est-ce que ça va être meilleur? Je pense pas. Puis moi, au final, j'aime mieux, avec le recul, faire je pense qu'on a fait un bon show, puis que j'ai apporté quelque chose dedans. Là, mais mettons, tu refuserais un contrat pour quelle raison, à part j'ai pas le temps? Si la personne est genre désagréable ou ne respecte pas les auteurs de base, si j'ai l'impression qu'elle ne respecte pas les gens, mettons, en coulisses. En général, les femmes ou genre les autres personnes aussi sont trop fournies ou des affaires de même. Là. Et si j'ai l'impression que j'aurais un problème fondamental de perception avec l'être humain. Mais moi, que quelqu'un pense vraiment pas comme moi, ça me dérange pas du tout. Mais tu sais, si j'ai l'impression que... As-tu déjà refusé des gigs pour des raisons comme ça, ouais? Ah, une couple de fois. Non, on veut pas de nom, là. Non, je donnerai pas de nom, tu sais, je donnerai pas de nom. Mais oui, ça m'est arrivé, puis j'ai, tu sais, des gigs vraiment, vraiment payantes, là. Ah, oui? Ouais. Que j'ai fait, non. Mais j'ai quand même été chanceuse parce que, tu sais, j'avais la chance aussi de choisir avec qui, tu sais, les gigs, tu sais, j'étais quand même privilégié dans ce moment-là. Fait que c'est plus facile, mettons, tu sais, c'est pas tant de la vertu aussi que... Tu sais, si tu as le choix de travailler avec quelqu'un qui était une mauvaise personne. Avoir les moyens d'être pur, hein? Oui. Ça enlève un peu de mérite à la pureté, mais bon. Effectivement. Toi, tu tournais la page complètement à l'idée d'écrire pour d'autres? As-tu mis ça de côté? Parce que quand je t'avais approché pour mon show, ça t'avait intéressé, je pense. Oui, ou sinon, tu jouais très bien le gars qui est intéressé. Non, absolument. Mais tu m'as dit finalement, hey, j'ai pris la décision que je ne voulais plus écrire pour d'autres, pour me consacrer vraiment à ce que je fais moi sur scène. As-tu complètement mis ça de côté maintenant? Non, je n'ai pas mis ça de côté. Mais moi dans la vie, quand je fais quelque chose, il faut que je le fasse à 100%. Je peux pas faire quelque chose on the side, j'ai bien de la misère à faire ça. Puis ça revient à, même dans ma carrière, beaucoup de monde me demande hey, tu veux-tu en faire... Moi, je suis parfaitement bilingue, est-ce que tu aimerais-tu en faire en anglais? Je suis comme, si j'en fais en anglais, là, c'est parce que j'ai pas rien pour les 10 prochaines années. Là. Si je me lance en France ou aux États-Unis, c'est pas genre, hey, je vais aller voir 6 mois, aller tester, voir... J'ai de la misère à faire ça. Fait tu t'en vas t'installer là-bas. Puis... C'est ça. Okay. C'est comme, on le fait ou on le fait pas. Puis,
un gig d'auteur, c'est exactement la même chose pour moi. C'est que dans le sens que si je sens que ça ne serait pas ma priorité, j'aime mieux dire non, parce que une des choses que j'haïs le plus au monde, c'est décevoir. Puis je sais que je vais me rendre malade avant de décevoir. Fait que soit que je me rends malade ou soit que je déçois. Fait qu'il n'y a pas vraiment... C'est un lose-lose. Ouais. Fait que dans ces cas-là, j'aime mieux faire comme « Hey, sais-tu quoi? On va... si ça ne peut pas être ma priorité, ça va en gros, c'est genre... Faut pas dire jamais, mais c'est pas nécessairement... Faut pas dire jamais. Ouais. Mais tu sais ça, tu sais, si un humoriste... C'est pas d'implant, là, mettons. Non. J'en t'espère que non. Non, mais un humoriste viendrait me voir... tu sais, ça m'arrive de faire des brainstorms. Là. Des fois, il y a des gens qui m'invitent pour faire un brainstorm, que ce soit un show télé ou pour un show, quoi que ce soit. Puis je suis comme, écoute, moi, je te donne un après-midi, puis je vais être tout là, je vais te donner toutes mes idées, je vais pas en garder une seule, je vais tout te donner, je vais m'impliquer, je vais prendre ça autant à cœur que toi. Mais pour écrire un show d'humour, ça prend pas un après-midi, ça prend un an, un minimum. Puis moi, je sais que cette année-là, en ce moment, je ne l'ai pas. Mais j'ai déjà rencontré des humoristes pour donner mon opinion sur un numéro, sur telle affaire. Ça, moi, j'ai absolument aucun problème avec ça. Si c'est ma priorité du jour. Si je me dis, comme demain, comme je te dis, j'ai un brainstorm où je rencontre une telle qui me demande mon avis sur quelque chose ou là, je vais le faire à 100%. J'aime ça, donner des gags. Comme je te dis, trouver des gags, trouver des idées, il n'y a rien qui me rend plus heureux. Il y a toutes sortes de jobs aussi comme auteur. Tu sais, tu peux être un auteur qui est là dès le début puis qui construit le show, puis tu peux être l'auteur qui arrive à la fin, comme gagman. Oui. Te vois-tu plus comme un auteur de structure, de numéro, comme un gagman? Moi, je te vois comme un bon mélange des deux, en fait. Je fais pas mal les deux. C'est ça, tu sais, quand tu demandais... qu'est-ce que ça prend pour être un bon auteur? C'est parce que pour moi, ça dépend. Il y en a que, justement, sont bons pour sniper. C'est, de base, le gag semble impersonnel, mais qui te laisse toute la liberté comme artiste de l'interpréter comme tu veux. Quand tu dis sniper, juste pour... mettons qu'on ne s'adresse pas juste à des geeks d'humour. Okay. On parle de quelqu'un qui vient après, un peu à contrat, des fois, juste rajouter... un gag ici et là, mais le show, il change pas le show. Le show est déjà là. Mais c'est que tu as besoin de quelque chose de plus précis. C'est genre, j'ai besoin de quelque chose là, un gag. Tu sais, puis il y en a qui justement, qui vont fonctionner plus comme une mitraillette. C'est tout des analogies de fusil, là. Non, mais qui vont être comme une mitraillette qui sort comme beaucoup de lignes puis tout. Puis dans le lot, il y en a des bonnes, puis il y en a d'autres qui fonctionnent plus comme genre un bazooka, tu sais, puis qui, genre, t'as moins une ligne, mais ça va être comme... ça va détruire un peu plus. Ouais. Tu sais, puis pour moi, d'une équipe, quand tu es capable de trouver une balance de ce style de personne-là, ben tu as quelque chose. Tu sais, il y a des gens qui sont capables de se mettre dans la peau de la personne. Pour moi, tu sais, moi, c'est ce que j'aime le plus, mais j'ai aucun problème à faire l'autre rôle non plus. Mais c'est que... Oui, aussi, je m'en allais avec ça. En fait, je vois ça comme... c'est pas meilleur d'une façon ou d'une autre, comme des acteurs. Tu sais, il y en a qui font de la composition, puis il y en a d'autres que c'est juste comme... voyons, tu sais, qui se mettent dans la peau, vraiment. C'est des instruments différents. C'est ça, puis tu sais... La trompette n'est pas mieux que le violon. Puis mais tu sais, mettons Jim Carrey qui jouait tout le temps Jim Carrey, est-ce que ça fait que c'est un moins bon acteur que quelqu'un qui fait beaucoup de composition? Je sais pas qu'est-ce que je veux dire. Moi, je comprends. Il est peut-être moins polyvalent, mais... C'est objectif, mais ça ne veut pas dire qu'il est moins efficace. Non, c'est pour ça que je veux dire, même parmi les auteurs... il n'est pas hyper clair, mon exemple, mais c'est juste que... Mais il y a des auteurs que tu n'iras pas chercher si tu n'as pas besoin de gagman, mettons. C'est ça. Parce que tu dis, non, moi, j'ai besoin de quelqu'un pour me nourrir, pour amener des idées. J'ai déjà suffisamment de gags. Toi, tu te vois vraiment comme les deux. Toi, c'est drôle, je te vois aussi faire les deux. Je pense que je suis capable de faire les deux. Oui, tu es capable de faire les deux. Je suis capable de faire les deux. Je pense... Moi, je tripe tellement sur l'angle et l'idée à la base d'un bit ou d'un numéro ou d'une joke que j'aime bien ça construire, mais... C'est mon affaire préférée. Je suis capable... Construire? Je suis capable de dire... J'ai assez fait de scène pour... C'est une bonne question. Je sais pas si je suis si bon pour trouver comme le gag qui te manque. Je pense que je suis correct, je suis capable, mais je pense que mon talent numéro 1, c'est de dire comment je pense que tu devrais faire le gag. Je pense que j'ai tellement fait de scène que je pense que je suis capable de faire ça, là, dit le même texte, mais avec un sourire en coin.
tu viens de gagner autre chose. T'es un metteur en scène, plus. Honnêtement, j'aimerais ça faire ça. Honnêtement, je serais bon pour guider un humoriste ou une humoriste sans jouer dans le texte, sans écrire. J'aimerais ça, moi. C'est ce que j'aime faire le plus quand je le fais juste bénévolement. Tu sais, c'est drôle parce que j'ai vu... j'aimerais ça le faire. Ça n'a pas donné à cause de la pandémie, là. Mais mettons, moi, Maud Landry, je la trouve extraordinaire. Je la trouve vraiment très bonne. Ouais, moi aussi. Puis, j'avais dit à un moment donné, on a la même gérante, ça donne comme ça. Puis j'avais dit, hey, j'aimerais ça, moi, aller voir son show, puis juste prendre des notes. Tu sais, juste parce qu'elle fait quelque chose que je ferais jamais, que je serais incapable de faire. Puis on parle de son style. Oui, c'est ça, son style, tu sais. Puis son style d'humour, son style sur scène, sa communication, tout ça. Puis j'étais comme, j'aimerais juste ça, comme juste aller voir le show, puis prendre des notes, puis au pire, elle prend ça, elle met ça d'une boule, elle met ça dans la poubelle, puis merci, bonsoir. Non, j'ai pas eu la chance à cause de la pandémie. Oui, c'est ce que tu disais. À cause de la pandémie, c'est difficile d'aller voir des shows. Dans la tête des autres. Parce que tu le sais que c'est pas comme toi, mais tu fais... c'est par pur plaisir. C'est super plaisir de... Mais c'est stimulant. Tu vois comme quelqu'un d'autre, une autre façon de passer, puis moi, ça me donne le goût d'écrire. Genre, les gens, les gens que je trouve talentueux ou que j'admets me donnent envie d'écrire. C'est comme ça devient comme mes muses, ça donne le goût de participer. Je sors d'un show de même, je suis comme, ah, mon Dieu, mais j'ai le goût d'écrire des affaires, puis tu sais, pas nécessairement pas pour moi, là, j'ai le goût d'écrire des affaires, puis je suis comme, ah, mon Dieu, ça pourrait être ça pourrait être telle affaire. Fait que toutes les heures de textes que tu as écrits là, pour les autres, pour la TV, pour Prière de ne pas envoyer de fleurs, pour Jean-Michel Anctil, tu sais, est-ce qu'à un moment donné, c'est-tu dur de trouver des angles? Parce qu'en plus, vous êtes des geeks, donc vous savez ce qui a été fait. C'est-tu tough à un moment donné de penser à quelque chose qui n'a pas déjà été fait 8 fois, 10 fois, 20 fois? Non, mais c'est sûr que des sujets on dit qu'on réinvente rien, mais à un moment donné, tu veux pas non plus... Ben, ce que tu perds en genre idée de base, puis en originalité comme de juste tes premières idées ou n'importe quoi, tu compenses avec l'expérience, avec la façon de réfléchir qui se développe, avec tu trouves des twists puis des façons de fonctionner. Fait que tu perds des choses, mais en même temps, tu réalises aussi que les premières affaires que tu faisais étaient quand même très en surface, tu sais. C'est que, tu sais, autant que c'était le fun puis léger ou n'importe quoi, tu fais « OK, non, mais je pourrais aller plus loin. » C'est comme un nouveau défi, tu sais. Fait que... Mais ça devient pas nécessairement plus difficile, tu sais. C'est sûr que de base... Comme de fait qu'il y a... C'est plus complexe que, mettons, en 92, j'imagine, là, dans le sens de, tu sais, c'est pas... Tu sais, mais pour tout le monde, tu sais, pas juste pour les auteurs, tu sais, pour tous les humoristes. En 92, il y avait 8 humoristes, fait qu'il n'avait pas encore épuisé tous les thèmes. Oui, c'est ça. Mais tu sais, des thèmes, la vie change. Les thèmes. Des livres, il en sort encore beaucoup par année. Là, puis il y a eu une astichie de livres qui a été écrit dans la vie. Puis des tonnes, puis Ben c'est ça, ils n'ont pas refait le Da Vinci Code 4 fois juste parce qu'ils ne savaient plus quoi écrire. T'sais. Fait que c'est... Moi, personnellement, de faire attention à ce qui n'a pas déjà été fait, c'est que j'écoute tellement d'humour que des fois, il y a une idée qui me rentre dans la tête, puis là, je la fais, ou j'y pense, puis je suis comme, OK, là, c'est-tu moi qui a pensé à ça ou c'est quelqu'un d'autre? Ouais, ça, on a eu bien ça. Là. Ouais, mais... Le feeling le gag m'est venu trop facilement. Non, c'est ça. C'est quasiment tout le temps quand c'est vraiment bon, en plus. C'est trop bon. C'est comme, non, il me dit de quoi, ce gag-là? T'es comme... C'est dans ce temps-là que je vais croiser Simon au bordel dans la loge, puis là, je dis, ce joke-là, ça te dit-tu quelque chose, toi? T'espères tellement que la personne te réponde. Ouais. Mais ouais, je comprends. Ça m'arrive même moi, des fois, je fais... J'ai déjà entendu ça, puis là, avec le temps, des fois, je fais « Ah oui, un tel show, OK. » Mais c'est sûr que ça va arriver dans ta carrière, tu sais. Tu le sais, qu'est-ce que tu fais comme démarche pour... C'est pas plagier, là, mais... Tu sais, ça prend des twists différents, mais là, je veux dire, tu peux pas... On peut pas créer des sujets, tu sais, surtout que de base, le problème de base, ce qui n'est pas un problème, mais tu sais, le but quand même, c'est de rassembler le plus de gens possible dans tes idées. Fait que tu sais, quand tu cherches quelque chose de rassembleur, veux pas... Tu parles de la vie en général. Par automatisme, il y a des terrains communs, là, tu sais, je veux dire. Il y a des terrains communs, mais aussi en même temps, je pense que quand tu es authentique en tant qu'artiste, que ce soit auteur ou humoriste, nécessairement, tu fais quelque chose qui n'a jamais été fait. Ben oui. Fait que, tu sais, moi, j'essaie de faire du stand-up qui n'a jamais été fait. Ouais. C'est ça mon but dans la vie. J'essaie d'être tellement honnête avec moi-même. Un Simon Gouache, il y en a juste un dans la vie. Là. Il n'y en a pas... Tu sais, la chimie que moi j'ai, c'est arrivé une fois, puis... Ben, il y a un plombier à la Valtrie. Non, Simon Gouache. Non. Mais tu sais, je suis pas en train de dire que c'est... exceptionnel ou quoi que ce soit, c'est juste non, mais c'est unique. Quand t'es toi-même, t'es unique. Complètement d'accord. Ça, c'est naturel. Ouais. Fait que
les sujets, parler de tel sujet, de tel sujet, de tel sujet. Moi, quand. Tu sais, là, ça s'estompe un peu, là, mais le gros débat sur le plagiat en humour, tu sais, pendant comme une couple de mois, là, tout le monde parlait de ça, puis moi, je recevais, écoute, 3 messages par jour de « Hey, j'ai entendu un tel fait un gag, ça, et puis il parle de telle affaire, puis hey, ça ressemble à ton gag. » Là, tu fais « Hey, pour vrai, là, premièrement, le plagiat en humour, c'est vraiment beaucoup plus rare que vous pensez. » C'est rare, puis on le sait, on le sait, puis on s'arrange pour c'est ça. Ben, c'est vraiment très rare. Les gens t'accusent de plagiat parce que tu as parlé de la même chose, mais tu as fait un gag complètement différent. Ben non, puis là, c'est ça, tu sais. À un moment donné. Fait que moi, ce que j'aime, c'est que j'ai travaillé assez ma vision puis ma façon de voir la vie que quand je regarde quelque chose, j'ose espérer que je le vois d'une façon différente de tout le monde. Fait que quand j'en parle, c'est différent de tout le monde. C'est comme n'importe quel réalisateur. Mais là, je parle en tant qu'humoriste, mais en tant qu'auteur aussi. Simon Cohen, là, quand tu engages Simon Cohen, c'est parce que tu le sais que tu vas avoir quelque chose que tu n'auras pas avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire 45 tonnes de gags, original à chaque fois, court. Il y a comme il n'y a pas confiance en lui, tu peux le négocier à la base. Quand il n'y a pas quelque chose en lui, tu peux juste y voler, le faire. Puis quand tu écris ton show, est-ce que c'est important pour toi de voir d'autres shows? Il y a comme différentes écoles de pensée. Il y a des humoristes qui disent « Moi, j'écris mon show, donc je veux rien voir d'autre. Je veux pas être influencé. » Puis c'est une façon de voir que je respecte, mais que moi, je partage pas. Moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Il faut que tu vois tout ce que tu peux voir de show d'humour parce que ça te nourrit, puis en même temps, tu connais les sujets d'actualité, tu connais de quoi on parle en ce moment en humour, puis ça t'évite justement de répéter. Pour ça. Comment tu dis? Tu peux ouvrir ton Facebook pour ça, voir de quoi les gens jasent en ce moment. Oui, mais tu sais, c'est que moi, mettons, les gens, quand j'ai vu à un moment donné qu'il y avait des jokes de Tinder, une soirée au bordel sur 5 humoristes, il y en a 3 ou 4 qui avaient au moins un bit ou un gag, en tout cas, sur Tinder, ben j'étais content d'avoir vu ça. Parce que dans ma tête, ça a fait « Ah, tu vois, moi, je ne ferais pas un bit sur Tinder. Oui, non, mais je suis d'accord. Ou si j'en fais un, je vais le faire différemment. Ben non, mais je dis pas qu'il faut pas en faire, mais je comprends. Mais il y a des sujets à un moment donné que, bon, ben là, je pense qu'on a peut-être fait le tour de ce sujet-là, mais je suis content de l'avoir vu. Puis si je l'avais pas vu, puis je pense que c'est l'erreur que des humoristes ont été critiqués d'ailleurs pour ça, en faisant des fois des numéros, sans nommer des gens, mais un numéro que les gens font, ben là, ça, c'est un vieux thème. Mais moi, je pense que le problème, quand ça arrive, c'est souvent un problème par rapport à l'humoriste n'a pas nécessairement sa couleur. C'est pas vrai que tous les humoristes ont une couleur flamboyante. Tout le monde a comme un range, mais c'est pas tout le monde que c'est aussi clair l'un que l'autre, genre qu'est-ce qu'ils apportent de plus ou c'est quoi leur touche ou qu'est-ce qui fait que c'est eux autres puis que peu importe le sujet que tu prends, ça va donner quelque chose de vraiment différent d'un autre. Mais il y en a que c'est soit qu'ils l'ont pas encore trouvé ou encore qu'ils le trouveront jamais. Qu'est-ce qui fait que c'est leur couleur? Comme je disais, moi, j'avais pas l'impression que j'apportais ma couleur. C'est-à-dire que je pouvais traiter des sujets, je le faisais à ma façon, mais je pouvais facilement arriver à des affaires que d'autres auraient pu faire. Puis j'avais l'impression que ces gens-là pourraient le faire mieux que moi. Fait que je trouvais ça le fun d'écrire pour des gens qui, genre, la twist fait que eux font le gag puis c'est vraiment bon. Ça doit être tough de trouver ta couleur quand tu as écrit toujours dans la couleur des autres. Tu te moules à quelqu'un sans arrêt, puis là, le jour où tu montes sur scène toi-même, est-ce que tu t'es demandé, je suis qui, moi? Ben non, parce que je le sais, je suis qui. C'est juste, c'est c'est justement parce que je suis conscient. C'est que, en fait, c'est juste parce que j'avais pas une couleur particulière, mais tu sais, je le sais. Attends un peu, je me rappelle mieux c'est quoi la question. Fait que, je suis désolé. Non, mais je me suis perdu dans mes pensées. Je parlais de la couleur. Tu disais que tu n'avais pas de couleur à toi, mais je dis, ouais, mais ça doit être tough quand tu prends la couleur de tout le monde. T'écris pour Jean-Michel, tu vas prendre la couleur de Jean-Michel. T'écris pour Laurent Paquin, tu prends ma couleur. Tu comprends? Puis là, d'un coup, tu arrives sur scène, puis tu fais tes jokes à toi. Puis là, tu fais, c'est quoi ma couleur déjà? Ça doit pas être évident tout le temps, non? Ben... Oui, parce que, tu sais, je le sais qu'est-ce que moi je fais, tu sais, puis qu'est-ce que j'ai le goût de faire ou n'importe quoi. Je fais juste trouver que c'est pas assez, tu sais, pour, genre, faire avancer mon milieu pour participer comme à apporter quelque chose. Tu sais, moi, je suis un passionné, fait que, tu sais, je veux apporter quelque chose, genre, le plus possible. Je sais pas que je vais y arriver dans ma carrière, mais c'est tout le temps mon but. Mais c'est ça, c'est un bel objectif. C'est ça, mais il y a aussi, tu sais, oui, quand tu écris pour quelqu'un d'autre, naturellement, il faut que tu prennes sa couleur, mais en même temps, il faut que l'humoriste soit conscient que lui, sa propre couleur, que il est supposé être le seul
qui est capable de le faire, tu comprends? Ouais. Fait que moi, ça m'est arrivé des fois d'écrire un gag pour quelqu'un d'autre. Il le fait, puis il fait « Ouais, ça marche pas. » Je fais « Ouais, mais tu l'as fait exactement comme il est écrit. » Tu sais, moi, je l'ai écrit pour que tu le mettes à ta couleur, tu comprends? Je l'ai écrit pour « Voici une idée de gag, voici une phrase drôle. » Ouais, toi, t'essayes de prendre sa couleur. Toi, prends-la. C'est ça, tu sais. Il y a une partie de la job que c'est lui qui doit le faire aussi. Je comprends. C'est évident. Ça, c'est des gens à qui j'ai dit non pour écrire aussi. Des gens que j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas encore leur couleur. Fait que j'étais comme, si t'en as pas, c'est parce que rendu là, moi, les faire, les gags. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Si j'ai pas l'impression que tu apportes quelque chose de plus, parce que le but, c'est tout le temps d'apporter des saveurs différentes dans le milieu, puis des nouvelles voix, puis des nouvelles façons de faire. Si le processus créatif est juste comme, bon, ben j'écris des jokes, mais c'est ces gens-là aussi qu'après, on fait... Ah, tu sais, j'ai l'impression d'avoir entendu ça 1000 fois. Parce que, tu sais, si tu parles d'un sujet ou il parle d'un sujet qui a été touché 1200 fois, bien, vous cherchez un angle différent, puis en plus, vous le mettez à votre sauce, à votre façon de faire. Fait que ça ne donnera pas le même résultat. Fait que les gens font pas c'est quelque chose qu'on a entendu 1000 fois. Ça se pourrait qu'un critique écrive on avait déjà entendu parler de ça. Oui, j'ai lu ça quelques fois sur différents humoristes. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Moi, je te parle pour le public. Je te parle pour le public. S'ils ont l'impression que tu as ta couleur, tu peux réutiliser le sujet. Là, quand on fait une soirée entre amis ou n'importe quoi, ou que tu es d'un souper, personne ne fait ah, Chris, on a déjà parlé de ça. Ben oui. L'autre fois, j'étais d'un souper pour on en a parlé. J'ai parlé du Canadien aujourd'hui, ça ne chante pas. Là. Ouais, okay. Écoute, t'as fait du poulet. Ben oui. Ça fait des années qu'on mange du poulet. Sérieusement, tu veux pas essayer un autre oiseau? Partout, du poulet. Tu veux pas essayer un autre oiseau? Ricardo a plusieurs sortes de recettes de poulet. Ben oui, mais tu sais... On a-tu fait le tour du poulet? C'est pas grave, tu peux. À un moment donné. Ben c'est ça, puis tu as le droit d'avoir plusieurs chefs. J'allais dans un resto, en passant, ils font du poulet. Si tu veux checker, je pense qu'ils te copient. C'est ça, on a un bon exemple. Je pense mais c'est vraiment ça, tu sais. Ah oui. Je pense pas que puis des recettes de poulet, des nouvelles qui n'ont pas encore sorti, il y en a 3 milliards. Oui, mais il y a des gens qui sont pas capables de faire leur propre cuisine. Fait qu'ils sont pas vraiment des chefs. C'est pas des jugements contre eux. Ça veut juste dire qu'ils n'ont pas encore trouvé comme leur essence, tu sais. C'est pas un reproche en soi, c'est juste... une constatation. C'est normal. C'est un excellent parallèle, en fait, un humoriste puis un chef. Tu sais, des ingrédients, là... Il n'y a pas 6 nouveaux champignons par année. Là. Non, mais c'est vrai pareil. Fait qu'il faut que tu fasses quelque chose de nouveau avec quelque chose. On en découvre à peu près 6 par année, mais... Ah, tu fais tout le temps ça. Excuse-moi. Je pensais que tu allais dire que tu m'haïssais. À chaque fois que je dis quelque chose d'intelligent ou que je m'en vais, tu vas toujours ramener quelque chose qui va faire en sorte que la discussion va complètement dévier. Là, on va s'ostiner sur autre chose. On va se mettre à parler de champignons. Je suis désolé. C'est une farce. Non, mais c'est vrai que je fais ça. C'est juste pour non, mais c'est ça pareil. Je trouve que c'est une belle... J'aime beaucoup l'analogie. Une magnifique analogie. C'est fou comment on parle de... Tu fais toujours quelque chose de différent avec quelque chose qui a toujours été fait de la même façon. Ouais, je fais souvent des analogies avec la musique quand je parle d'humour. Tantôt, tu faisais des analogies avec les armes à feu. Ouais. Là, on a une autre analogie avec la cuisine. Souvent, en terminant, évidemment, qu'est-ce que tu as dit? Excuse-moi, c'est juste l'affaire des armes à feu, c'est quelque chose que j'ai jasé souvent avec Michel Sigouin, avec qui j'ai écrit beaucoup. Tu sais, parce que lui est clairement plus comme mitraillette, puis moi, je reste comme en arrière, puis j'arrive, puis j'essaye de tirer en gros dans Mais pour le vrai, tas. je retiens cette analogie-là, parce qu'effectivement, il y a la mitraillette qui tire beaucoup, puis t'as le bazooka, tu sais, il tire une fois, pendant que l'autre a tiré 20 fois, mais il fait plus de dommages. En tout cas, ça c'est moi, là, je nourris mon cerveau de nouvelles analogies. J'aime bien ça. Je suis un gars d'analogie, moi. Voilà. Hey, en terminant, souvent, on plug les choses, mais évidemment, c'est un podcast que les gens vont peut-être écouter dans 6 ans, dans 2 semaines, dans 3 ans. Je ne sais pas quand les gens vont écouter. Mais on peut quand même dire que tu travailles sur ton prochain One Man Show. Là, en ce moment, au moment où on se parle, je commence à travailler mon 3e One Man Show. Et là, on est le 5 novembre. Voilà. Mais si vous écoutez le podcast dans 6 ans, je peux vous garantir que j'ai un show qui roule au moment où vous l'écoutez. OK. Fait simongouache.com. À moins que j'aille changer de nom dans 6 ans, mais ça devrait être Instagram, Facebook. Instagram, Facebook. TikTok, LinkedIn. Non, pas TikTok. Non. J'ai pas TikTok. Non, mais le pire, c'est que... Je demande ça tout le temps. Il n'y a pas beaucoup d'humoristes sur TikTok, m'a dit. Je pense qu'il y en a. Moi-même, je le suis, puis je sais pas pourquoi je suis là. Mais Simon, t'es pas très médias sociaux, je crois. Vraiment pas, non. T'as pas besoin tant que ça de te vendre non plus. Non.
Non. Ben, vous pouvez m'appeler, là, si vous cherchez un auteur. Vous pouvez m'appeler. Mais il n'y a pas de cellulaire. J'ai pas de cellulaire. Fait que... Vous pouvez m'envoyer un message sur Messenger. Vous pouvez m'appeler. Ça se pourrait que je réponde. Essayez Messenger. J'ai pas de seul, c'est vrai. Mais Messenger, c'est clairement la meilleure façon de te rejoindre, en fait. Oui, c'est Messenger. C'est la plug le plus drôle que j'ai. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je sais pas. Appelez-moi. Appelez-moi ça sur Messenger, ça se pourrait que je donne des nouvelles. Ouais. Quand je voudrais que ma blonde réponde parce qu'on a la ligne fixe à la maison. Avez-vous au moins un répondeur chez vous? Oui, on a un répondeur. Okay. On est rendu là. Il embarque vite en plus. Oui, il embarque vite, écoute. Deux sonneries puis le répondeur. C'est parce qu'on n'a pas 2 lignes, fait que si on est au téléphone. OK. Ben, je suis content qu'on finisse sur cette note technologique. Parfait. Hey, Simon Cohen, Simon Gouache, merci. Merci à toi. Merci de nous écouter. C'est patreon.com/Laurent Paquin. Pour les gens qui veulent voir les épisodes avant tout le monde, parce qu'évidemment, peut-être vous l'avez pogné gratuitement à ma gang de chanceux, mais le podcast existe aussi en exclusivité sur Patreon, alors je vous invite à vous abonner. Voilà. Merci. Bye tout le monde. On se reparle dans un autre setup Premise Punch.